Personne dans l'école d'élite ne parlait au fils sourd du milliardaire jusqu'à ce qu'un jour, une jeune fille pauvre s'approche de lui et se met à signer couramment, laissant tout le monde sans voix. Avant de nous plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Profitez de l'histoire. Jean-Luc Dubois se tenait au bord de la cour de l'école, le cœur lourd, en regardant son fils de 8 ans, Lucas, assis seul sur un banc, arrangeant méthodiquement ses petites voitures en rangées parfaites. Les autres enfants couraient à côté de lui, leur rire résonnant dans la cour, mais Lucas restait dans son propre monde silencieux, un monde que Jean-Luc avait désespérément essayé de protéger, mais avec lequel il ne parvenait pas à se connecter. Monsieur Dubois, Madame Bernard, l'enseignante de Lucas, s'approcha avec ce regard familier d'inquiétude. Je voulais vous parler du développement social de Lucas. Il est brillant, absolument brillant dans ses études, mais il est différent, termina Jean-Luc, la mâchoire serrée. Il avait entendu cette conversation 1 millier de fois. Depuis le décès de sa femme Céline, 3 ans plus tôt, les laissant tous les deux naviguer ensemble la surdité de Lucas, Jean-Luc était devenu farouchement protecteur. Il avait engagé les meilleurs tuteurs, inscrit Lucas dans la plus prestigieuse école privée de Paris et s'était assuré que son fils ait tous les avantages que l'argent pouvait offrir, tout sauf ce dont il avait le plus besoin, un ami. Les enfants ne savent pas comment communiquer avec lui, continua doucement Madame Bernard. Nous avons essayé d'enseigner la langue des signes de base, mais... Je comprends, l'interrompit Jean-Luc, regardant Lucas tracer des lettres dans le sable avec son doigt. Le garçon éplait des mots, toujours en train d'épeler des mots, toujours en train de penser, toujours seul. Cet après-midi-là, Jean-Luc s'agenouilla à côté de son fils alors qu'il se dirigeait vers la voiture. Les yeux verts brillants de Lucas, si semblables à ceux de sa mère, le regardèrent avec attente. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, champion ?» signa Jean-Luc, ses mouvements encore un peu maladroits, malgré des années de pratique. Les petites mains de Lucas se déplacèrent gracieusement dans les airs. « Pareil, personne ne me parle. Ce n'est pas grave, papa, j'ai mes livres. » Jean-Luc sentit sa poitrine se serrer. À 34 ans, il contrôlait un empire technologique de plusieurs milliards de dollars, dirigeait des salles de conseil remplies de cadres et pouvait négocier n'importe quel accord. Mais il ne pouvait pas donner à son fils la seule chose qui comptait le plus, une connexion. « Demain sera meilleur », promit-il, bien que les mots sonnent creux. Alors qu'ils rentraient chez eux dans les rues bordées d'arbres de Paris, Jean-Luc regarda dans le rétroviseur. Lucas dessinait dans son carnet, perdu dans son imagination. Le silence dans la voiture n'était pas confortable. Il était solitaire, faisant écho au vide que Jean-Luc ne semblait pas pouvoir combler, peu importe ses efforts. Cette nuit-là, après que Lucas se fut endormi, Jean-Luc se tint à la porte de la chambre de son fils, observant la douce respiration de sa petite poitrine. Des photos de Céline souriaient depuis les étagères. Céline, qui avait appris la langue des signes couramment, qui faisait rire Lucas jusqu'à ce que ses rires silencieux secouent tout son corps. « Je ne sais pas comment faire sans toi, Céline », murmura-t-il dans l'obscurité. Le lendemain matin apporta des changements inattendus. Madame Bernard les accueillit à l'entrée de l'école, avec une lueur inhabituelle dans les yeux. « Jean-Luc, j'ai des nouvelles intéressantes. Nous accueillons une nouvelle élève aujourd'hui, un transfert du système scolaire public. Elle a l'âge de Lucas. » Jean-Luc enregistra à peine l'information en accompagnant Lucas à sa classe. Une autre élève signifiait un autre enfant qui ne comprendrait pas, une autre déception potentielle pour son fils. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la porte de la classe, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une petite fille aux cheveux blonds dorés était assise à la table habituelle de Lucas, ses petites mains se déplaçant dans l'air dans une langue des signes fluide et parfaite. Elle s'entraînait à converser avec elle-même, son visage animé et lumineux. Lucas s'arrêta net, ses yeux verts écarquillés de choc et de quelque chose que Jean-Luc n'avait pas vu depuis des années. L'espoir. La petite fille blonde leva les yeux de sa séance d'entraînement et remarqua Lucas, figé à la porte. Sans hésitation, ses petites mains se déplacèrent gracieusement dans les airs.
Bonjour, je m'appelle Chloé Rose Martin. Tu es Lucas? Madame Bernard m'a tout raconté sur toi hier. Je suis tellement excité de rencontrer enfin quelqu'un d'autre qui parle en signes. Jean-Luc sentit sa respiration se couper, les mouvements fluides, l'expression naturelle dansant sur son visage, la façon dont ses yeux s'illuminaient à chaque geste. Cette fillette de 7 ans signait comme quelqu'un qui avait été immergé dans la culture sourde pendant des années. Il y avait une élégance dans ses mouvements qui rivalisait avec les interprètes professionnels qu'il avait engagés pour des réunions d'affaires. Les yeux verts brillants de Lucas passèrent nerveusement de Chloé à son père, l'incertitude vacillant sur ses traits délicats. Il transféra son poids d'un pied à l'autre, agrippant les bretelles de son sac à dos comme une bouée de sauvetage. Lentement, avec hésitation, il entra dans la classe, ses mouvements prudents et mesurés. « Tu connais vraiment la langue des signes ?» demandèrent ses mains avec hésitation, les mouvements plus petits et plus prudents que d'habitude. Genre, vraiment, pas seulement l'alphabet. Bien sûr que je la connais. Le visage de Chloé s'illumina d'une joie authentique. Son sourire était si radieux qu'il semblait éclairer toute la pièce. Mon petit frère Léo est sourd aussi, comme toi. Il a 5 ans et je lui parle en signes depuis qu'il est né. J'ai appris parce que je voulais être la première personne à lui dire « je t'aime » d'une manière qu'il pourrait vraiment comprendre. Elle tapa avec enthousiasme sur la table à côté d'elle. « Tu veux t'asseoir avec moi? Je t'ai gardé la meilleure place près de la fenêtre. Je pensais que tu aimerais peut-être regarder les oiseaux dehors. Ils sont comme de petits danseurs en langue des signes dans le ciel. » Pour la première fois en 3 longues années, Jean-Luc vit son fils sourire. Pas le sourire poli et forcé qu'il offrait aux adultes qui essayaient trop de se connecter avec lui, mais un vrai sourire radieux qui transforma tout son visage et lui donna l'air de l'enfant insouciant qu'il aurait dû être depuis le début. Lucas sauta pratiquement sur la table à côté de Chloé, son sac à dos tombant au sol, oublié dans son excitation. Madame Bernard se pencha vers Jean-Luc, sa voix remplie d'admiration. « Je n'ai jamais rien vu de tel en 30 ans d'enseignement. Chloé vient d'être transférée hier de l'école primaire de Belleville. Sa mère a dit qu'il devait changer d'école pour des raisons personnelles, mais elle n'a pas voulu en dire plus. Cette petite est remarquable. Elle a aidé nos autres enfants avec les signes de base pendant la récréation. » Jean-Luc hocha la tête distraitement, son attention complètement captivée par Lucas et Chloé. Ils étaient déjà en pleine conversation animée, leurs mains volant dans les airs comme des papillons, tandis que Lucas montrait avec enthousiasme à Chloé sa précieuse collection de voitures miniatures, expliquant les différents modèles et années. Chloé écoutait avec une attention captivante, puis commença à lui parler de ses livres préférés, mimant différents personnages, et faisant rire silencieusement Lucas jusqu'à ce que tout son corps soit secoué de joie. « Papa !» signa Lucas à Jean-Luc, son visage rayonnant de bonheur. Chloé connaît toute l'histoire du jardin secret en langue des signes. Elle va m'apprendre de nouveaux mots que je n'ai jamais appris. Et elle dit qu'il y a des chansons en langue des signes qui racontent des histoires. Alors que Jean-Luc rentrait chez lui cet après-midi-là, Lucas bavardait avec animation depuis la banquette arrière. C'était la première fois en des mois qu'il partageait volontairement des histoires détaillées sur l'école. Chaque geste était animé, chaque expression pleine de vie. Chloé a un frère qui s'appelle Léo et qui est sourd comme moi. Elle a appris la langue des signes toute seule pour lui. Elle a dit que demain elle me montrerait ce jeu incroyable qu'il joue avec des couleurs et des formes, et qui aide Léo à apprendre de nouveaux mots. Cette nuit-là, Jean-Luc se surprit à attendre avec impatience le trajet du matin vers l'école pour la première fois depuis que Lucas avait commencé à l'académie. Mais alors qu'il bordait son fils, écoutant d'autres histoires animées sur Chloé, une question lancinante persistait dans son esprit. Quelle était exactement l'histoire de Chloé? Pourquoi une si jeune enfant maîtrisait-elle si complètement et si magnifiquement la langue des signes? Et pourquoi sa famille avait-elle dû déménager si soudainement? Le lendemain matin, Lucas se précipita dans la classe avec plus d'énergie que Jean-Luc ne lui en avait vu depuis des années.
Chloé était déjà là, arrangeant soigneusement une exposition complexe de cartes colorées, de petits jouets et de livres d'images sur leur table commune, la langue légèrement tirée par la concentration. « Bonjour, Lucas », signa-t-elle vivement, son visage rayonnant d'excitation. « Es-tu prêt pour notre jeu des couleurs et des émotions ? Je l'ai inventé pour aider Léo à me dire ce qu'il ressent. C'est super amusant, je te le promets. » Jean-Luc resta plus longtemps que d'habitude à la porte, complètement fasciné de voir son fils interagir si naturellement et joyeusement avec un autre enfant. L'enthousiasme de Chloé était absolument contagieux. Elle fit rire silencieusement Lucas en quelques minutes, ses épaules secouées de plaisir alors qu'elle mimait différentes émotions, utilisant des expressions faciales exagérées et des gestes créatifs. « Excusez-moi, seriez-vous le père de Lucas ?» Une voix douce et hésitante derrière lui fit se retourner Jean-Luc. Une femme au début de la trentaine se tenait là, portant une simple robe bleu marine qui avait clairement connu des jours meilleurs. Le tissu était délavé et il y avait de petites déchirures soigneusement reprisées près de l'ourlet. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval fatigué et des cernes sombres ombraient ses yeux bleus brillants, des yeux identiques à ceux de Chloé. « Je suis Isabelle Martin, la mère de Chloé », continua-t-elle en tendant une main qui portait les marques révélatrices d'un travail acharné. Peau rugueuse, ongles courts, petites coupures sur les jointures. Chloé n'a pas arrêté de parler de Lucas depuis hier après-midi. Elle a signé son nom au moins 50 fois pendant le dîner hier soir. Merci de les laisser être amis, de la laisser trouver sa place quelque part. Quelque chose dans son ton frappa Jean-Luc comme profondément étrange, presque désespéré. Merci. Pourquoi me remercieriez-vous pour ça? Ce ne sont que des enfants qui sont des enfants. Les yeux d'Isabelle vacillèrent avec une émotion que Jean-Luc ne put identifier. Était-ce de la peur, de la honte, du soulagement? Tous les parents ne sont pas compréhensifs envers des enfants comme Léo, comme Lucas. Chloé a dû changer d'école 2 fois auparavant parce que d'autres parents se plaignaient qu'elle était perturbatrice lorsqu'elle interprétait pour Léo lors d'événements scolaires ou lorsqu'elle se mettait en colère en le défendant contre les moqueries. Elle s'interrompit, jetant un regard nerveux aux voitures de luxe dans le parking, puis força un sourire artificiel et éclatant qui n'atteignit pas ses yeux fatigués. Quoi qu'il en soit, je devrais vraiment aller travailler. J'ai un service du matin aujourd'hui. Passez une merveilleuse journée, monsieur Dubois. Elle partit précipitamment avant que Jean-Luc ne puisse répondre, le laissant là avec beaucoup plus de questions que de réponses. Il y avait quelque chose chez Isabelle Martin qui clochait, une tristesse profonde et viscérale qui allait bien au-delà de la fatigue typique d'une mère célibataire et une évasivité qui suggérait qu'elle fuyait quelque chose. Cet après-midi-là, Lucas sauta dans la voiture avec plus d'énergie et d'excitation que Jean-Luc ne lui en avait vu depuis des années. « Papa, Chloé m'a appris 15 nouveaux signes aujourd'hui et elle a dit que ce week-end, elle pourrait peut-être me montrer comment apprendre à Léo de nouveaux jeux qui l'aident quand il a peur ou qu'il est triste. Léo est le petit frère de Chloé, n'est-ce pas ?» demanda Jean-Luc, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Oui, il a 5 ans et il est sourd comme moi, mais Chloé dit qu'il est très intelligent, encore plus intelligent que certains enfants entendants. Mais elle a aussi dit que certains enfants de leur ancienne école étaient très méchants avec lui, l'insultant et se moquant de la façon dont il essaie parfois de parler à voix haute. C'est pour ça qu'ils ont dû déménager ici. » Les mains de Lucas s'agitèrent rapidement, son excitation et son indignation tout aussi palpables. « On peut inviter Chloé à jouer un de ces jours? S'il te plaît, papa, je promets d'être sage. » Jean-Luc hésita, sentant des courants sous-jacents qu'il ne comprenait pas entièrement. La situation de la famille Martin semblait compliquée et potentiellement douloureuse. Mais en voyant l'expression pleine d'espoir de Lucas et en se rappelant à quel point il avait été heureux, Jean-Luc ne put se résoudre à refuser. « Je parlerai à la mère de Chloé demain. » Cette nuit-là, Jean-Luc se retrouva à faire des recherches en ligne sur l'école primaire de Belleville, plongeant profondément dans les données démographiques et les évaluations. L'école publique, d'où Chloé avait été transférée,
était situé dans l'un des quartiers les plus défavorisés de Paris, sous-financé, surpeuplé, avec des ressources en éducation spécialisée extrêmement limitées et aucun soutien dédié à la langue des signes. Pourquoi une mère dévouée déplacerait-elle son enfant sourd d'un système scolaire où Chloé était désespérément nécessaire en tant qu'interprète pour Léo vers une riche académie privée où Chloé était la seule élève capable de communiquer avec Lucas? Et comment une fillette de 7 ans avait-elle réussi à devenir si fluide en LSF qu'elle surpassait certains des interprètes professionnels que Jean-Luc avait engagés au fil des ans? Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas, mais une chose devenait limpide. Chloé avait donné à Lucas quelque chose d'absolument précieux et irremplaçable, une connexion et une amitié authentiques. Vendredi après-midi, Jean-Luc rassembla tout son courage pour aborder Isabelle Martin alors qu'elle venait chercher Chloé à la hâte à l'école. Elle semblait encore plus épuisée qu'avant, si c'était possible, et il remarqua qu'elle regardait nerveusement autour du parking rempli de voitures de luxe étincelantes, ses épaules tendues par un malaise évident. « Madame Martin, je suis Jean-Luc Dubois, le père de Lucas. Je me demandais si Chloé aimerait venir jouer ce week-end avec Lucas. Il n'arrête pas de le demander depuis une semaine. » Le visage d'Isabelle passa par une série rapide d'expressions. La surprise, l'inquiétude, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Ses mains se tordirent nerveusement autour de la sangle de son sac à main. « C'est incroyablement gentil de votre part de proposer, mais je ne pense pas que nous puissions. Nous sommes plutôt occupés ce week-end. Chloé a des responsabilités à la maison. » Chloé, qui avait signé avec animation avec Lucas à propos d'un livre qu'ils avaient tous les deux lu, entendit la fin de la conversation et tira avec insistance sur la manche de sa mère. « Maman, est-ce que je peux, s'il te plaît, aller jouer avec Lucas? Il a tellement de livres merveilleux et il a dit que sa maison a un grand jardin où on pourrait pratiquer les signes dehors et peut-être que Léo pourrait venir aussi. »« Chloé, ma chérie, nous en avons déjà parlé, » dit doucement Isabelle. Mais Jean-Luc perçut la lutte interne évidente dans sa voix, la façon dont sa détermination semblait se fissurer. On ne peut pas simplement s'imposer chez les gens. Lucas regarda les adultes, sa nature intuitive percevant la tension soudaine dans l'air. Ses mains bougèrent avec hésitation. « J'ai fait quelque chose de mal? J'ai dit quelque chose qui a déplu à la maman de Chloé? »« Non, champion, absolument pas. » le rassura rapidement Jean-Luc en s'agenouillant au niveau de Lucas. « Tu n'as rien fait de mal. » Il se retourna vers Isabelle, remarquant la façon dont elle semblait se recroqueviller. « Peut-être pourrions-nous nous retrouver dans un parc. Quelque chose de plus neutre, où Chloé et Léo pourraient venir juste pour 1 heure ou 2. Lucas a été plus heureux cette semaine que je ne l'ai vu depuis des années. » À la mention du nom de Léo, la façade soigneusement entretenue d'Isabelle se fissura visiblement. « Léo il ne se sent pas bien aujourd'hui. Il tombe malade parfois quand il ne... » Elle s'interrompit brusquement, mais l'expression de Chloé s'était transformée en une profonde inquiétude. Elle signa quelque chose rapidement à Lucas qui fit écarquiller les yeux du garçon de compréhension et d'inquiétude. Lucas regarda Jean-Luc avec une expression très mature et consciente pour un enfant de 8 ans. « Papa », signa Lucas en privé à Jean-Luc, s'assurant qu'Isabelle ne pouvait pas voir. « Chloé dit que Léo est souvent malade parce qu'ils n'ont pas assez à manger parfois. Elle partage son déjeuner de l'école avec lui tous les jours, mais ce n'est pas toujours suffisant. » Jean-Luc sentit sa poitrine se serrer douloureusement, les vêtements usés, l'épuisement profond, la réticence à accepter les invitations sociales, les regards nerveux vers les voitures de luxe. Soudain, le comportement d'Isabelle Martin prit un sens déchirant. « Madame Martin, » dit Jean-Luc aussi gentiment que possible, « pourquoi ne pas faire venir les 2 enfants demain? Je pourrais venir les chercher à midi, on pourrait commander une pizza et juste laisser les enfants jouer. Rien d'extraordinaire, juste une rencontre décontractée entre amis. » La fierté farouche d'Isabelle lutta visiblement contre les besoins évidents de ses enfants, et Jean-Luc put voir le moment exact où son amour maternel l'emporta sur son indépendance obstinée. Si vous êtes absolument sûr que ce ne serait pas trop de dérangement, Chloé a été si heureuse cette semaine. « Pas de dérangement du tout. »
la rassura chaleureusement Jean-Luc, prenant déjà des notes mentales pour préparer de la nourriture supplémentaire et trouver des moyens de renvoyer des restes à la maison sans blesser la dignité d'Isabelle. Les enfants méritent juste d'être des enfants. Cette nuit-là, Lucas posa la question qui avait lourdement pesé sur l'esprit de Jean-Luc tout l'après-midi. « Papa, pourquoi la famille de Chloé est-elle si triste? Pourquoi n'ont-ils pas assez à manger? Est-ce que toutes les familles n'ont pas assez ?» Jean-Luc choisit ses mots très soigneusement. « Parfois, de bonnes personnes traversent des moments vraiment difficiles, champion. Ce qui compte le plus, c'est que Chloé est ton amie, et les vrais amis s'entraident de toutes les manières possibles. » Lucas hocha la tête avec une solennité qui brisa le cœur de Jean-Luc, puis signa avec une détermination féroce. « Demain, je partagerai tout ce que j'ai avec Chloé et Léo, tout comme Chloé partage tout avec moi chaque jour. » Samedi matin, Jean-Luc traversa des quartiers de plus en plus délabrés pour se rendre à une adresse qui lui serra le cœur à chaque pâté de maison. Le complexe d'appartements était une étude de la décrépitude urbaine. Des fenêtres brisées, recouvertes à la hâte de carton et de rubans adhésifs, des mauvaises herbes poussant à travers d'immenses fissures dans le trottoir, des graffitis recouvrant la plupart des surfaces et l'odeur accablante de moisie et de désespoir. Quand Isabelle ouvrit la porte après plusieurs coups, Jean-Luc dut se forcer à ne pas réagir visiblement à l'appartement spartiate et froid derrière elle. Le mobilier était minimal et clairement de seconde main. Les murs étaient nus, à l'exception de dessins d'enfants collés avec un soin affectueux, et la cuisine se composait d'une plaque chauffante et d'un mini-réfrigérateur qui bourdonnait bruyamment avec un effort mécanique. Chloé apparut presque instantanément avec un petit garçon agrippé à sa main de manière protectrice. Léo, avec les mêmes cheveux dorés et les mêmes yeux bleus brillants que sa sœur, mais avec une fragilité qui parlait de trop de soucis pour un si jeune enfant. Le garçon de 5 ans se cacha timidement derrière les jambes de Chloé, mais quand Lucas sortit de la voiture de Jean-Luc et commença à signer « Bonjour, je suis Lucas, je suis très heureux de te rencontrer », tout le visage de Léo se transforma de pur plaisir. Le trajet jusqu'à la propriété de Jean-Luc, dans le prestigieux quartier du Marais, fut silencieux. Mais Jean-Luc observa dans le rétroviseur les 3 enfants communiquer dans une langue des signes rapide et fluide, tissant un lien instantané qui transcendait leurs différentes circonstances. Chloé traduisait clairement tout pour Léo, s'assurant qu'il se sente inclus dans chaque conversation. L'excitation de Lucas à montrer sa maison à ses nouveaux amis était absolument contagieuse. Il les guida à travers les pièces, spacieuses avec une fierté évidente. Mais Jean-Luc remarqua que quelque chose de beau et de touchant se produisait. Lucas adaptait instinctivement sa visite à la durée d'attention plus courte de Léo et à sa surcharge évidente, s'assurant que le plus jeune garçon se sent en sécurité et inclus à chaque étape. Dans le vaste jardin, Chloé apprit aux 2 garçons un jeu complexe qu'elle avait clairement inventé, combinant la narration en langue des signes avec une version élaborée du jeu du chat. Jean-Luc se retrouva complètement hypnotisé en regardant les 3 enfants jouer ensemble. Aucune parole n'était nécessaire, seulement une connexion pure, de la joie, et le genre de bonheur innocent qui semblait illuminer tout le jardin. « Chloé » signa Jean-Luc pendant une pause goûtée, véritablement curieux. « Où as-tu appris à signer si magnifiquement? Tu es plus fluide que certains interprètes professionnels que je connais. » L'expression de Chloé devint sérieuse et sage au-delà de ses 7 ans. « J'ai dû apprendre très vite quand Léo était petit et qu'il avait peur tout le temps. Maman travaillait 2 emplois après que papa nous a quittés. Et Léo pleurait pendant des heures parce que personne ne pouvait comprendre ce dont il avait besoin ou ce qu'il voulait. Alors, j'ai pratiqué tous les soirs avec des livres de la bibliothèque et des vidéos YouTube jusqu'à ce que je puisse être sa voix et ses oreilles dans le monde. » Le poids écrasant de la responsabilité que cette petite fille de 7 ans avait porté frappa Jean-Luc comme un coup physique à la poitrine. Tandis que Lucas avait bénéficié d'équipes de tuteurs, de thérapeutes et de spécialistes, Chloé s'était enseignée toute une langue par pur amour et nécessité désespérée.
Quand Jean-Luc servit le déjeuner, il s'assura d'emballer des sandwichs, des fruits et des collations supplémentaires pour plus tard, observant les mouvements prudents et exercés de Chloé alors qu'elle les enveloppait dans des serviettes, planifiant sans aucun doute de les faire durer pour de futurs repas pour elle et Léo. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, Léo s'endormit sur le canapé moelleux entre Lucas et Chloé, complètement épuisé par plus de jeux actifs qu'il n'en avait probablement connus depuis des mois. Chloé lui caressa doucement les cheveux, tandis que Lucas le recouvrait soigneusement d'une couverture douce, les deux enfants plus âgés, instinctivement protecteurs du garçon endormi. « Merci », signa Chloé à Jean-Luc, son jeune visage sérieux et reconnaissant. Léo n'a pas autant souri ni dormi aussi paisiblement depuis longtemps. C'était comme une journée de rêve pour nous. Cette nuit-là, après avoir ramené les enfants Martin chez eux et les avoir regardés disparaître dans l'immeuble d'appartements lugubre, Jean-Luc ne pouvait se défaire de l'image des visages profondément reconnaissants de Chloé et Léo. Lucas planifiait déjà avec enthousiasme leur prochaine rencontre, bavardant sur les jeux qu'il pourrait apprendre à Léo et les livres que Chloé aimerait peut-être emprunter à sa vaste bibliothèque. Pour la première fois depuis la mort tragique de Céline, Jean-Luc sentit quelque chose de fondamental bouger en lui. Pas seulement de la gratitude pour le bonheur évident de Lucas, mais un sentiment croissant que cette amitié inattendue pourrait les changer tous, d'une manière qu'il ne pouvait pas encore entièrement comprendre. Lundi matin amena une visiteuse tout à fait inattendue au bureau de Jean-Luc. Son assistante frappa nerveusement à la porte et annonça qu'une certaine Madame Isabelle Martin était dans le hall et demandait à le voir. Sans rendez-vous, sans préavis, juste une détermination désespérée qui avait réussi à déjouer la sécurité du bâtiment. Isabelle était assise raidement dans le coûteux fauteuil en cuir de l'autre côté de son imposant bureau en acajou, portant la même robe bleu marine délavée qu'elle avait portée pour aller chercher Chloé tous les jours de la semaine précédente. Ses mains tremblaient visiblement alors qu'elle serrait un dossier en carton usé et ses yeux parcouraient le bureau opulent avec un malaise évident. « Monsieur Dubois, je dois être complètement honnête avec vous sur quelque chose d'important concernant qui nous sommes vraiment et pourquoi nous avons vraiment changé d'école. Chloé et Léo méritent mieux que les mensonges que j'ai racontés. » Jean-Luc se pencha en avant, attentif, sentant l'importance cruciale de ce moment et le courage qu'il avait fallu à Isabelle pour venir ici. Chloé a dû quitter l'école primaire de Belleville parce qu'elle était systématiquement harcelée. Non pas parce qu'elle était différente, mais parce qu'elle défendait constamment Léo contre des enfants cruels et des professeurs indifférents. D'autres enfants se moquaient de lui à cause des sons qu'il fait quand il essaie de parler. Ils lui arrachèrent ses appareils auditifs et Chloé se battait physiquement pour le protéger. La voix d'Isabelle se brisa de douleur et d'épuisement. L'administration de l'école a dit qu'elle devenait de plus en plus agressive et perturbatrice et a fortement suggéré que Léo serait mieux dans un établissement spécialisé où il ne serait pas une telle distraction pour les autres élèves. Jean-Luc sentit la colère monter dans sa poitrine, non pas contre Isabelle, mais contre un système qui avait si complètement failli à ses enfants vulnérables. « Il y a plus », continua Isabelle, les larmes menaçant de couler. « Je travaille dans 3 entreprises de nettoyage différentes la nuit pour joindre les 2 bouts, mais Léo fait des cauchemars terribles à propos de l'école, et Chloé reste éveillée pour le consoler au lieu de dormir. Ses notes chutaient parce qu'elle était épuisée. Et j'avais terriblement peur de leur faire défaut en tant que mère. » Elle ouvrit le dossier en carton avec des mains tremblantes, révélant des documents officiels. Les services sociaux ont posé des questions sur les absences fréquentes de Léo et le comportement défensif de Chloé. Nous avons déménagé ici en espérant un nouveau départ, mais j'ai peur qu'ils nous suivent et décident que je suis une mère inapte. Regardant droit dans les yeux de Jean-Luc, avec une protection maternelle féroce brûlant dans les siens, elle dit « Je vous raconte tout ça parce que Chloé adore Lucas et Léo parle de lui constamment en utilisant les signes que Chloé lui a appris. Mais si vous comptez éloigner Lucas de nous quand vous découvrirez que nous sommes pauvres et potentiellement sous enquête, s'il vous plaît, faites-le maintenant, avant qu'ils ne s'attachent davantage et qu'ils aient à nouveau le cœur brisé. »
L'honnêteté brute et douloureuse de ces mots frappa Jean-Luc comme une révélation. Voici une mère qui avait absolument tout sacrifié pour ses enfants, ne demandant rien, mais absolument terrifiée de perdre le seul rayon de bonheur dans leur vie difficile. « Isabelle », dit doucement Jean-Luc, sa voix remplie d'un respect sincère. Lucas a appris plus sur l'amitié, la gentillesse et ce qui compte vraiment dans la vie en une semaine avec Chloé qu'en des années de tutorat et de thérapie coûteux. Vous ne faites pas défaut à vos enfants. Vous élevez des êtres humains extraordinaires et compatissants contre vents et marées. Le sang-froid soigneusement entretenu d'Isabelle se brisa enfin complètement et les larmes coulèrent sur son visage. En fait, continua Jean-Luc, une idée brillante se formant dans son esprit. J'ai une proposition sérieuse à vous faire. Mon entreprise lance une nouvelle initiative d'accessibilité et d'inclusion. Nous avons désespérément besoin de quelqu'un qui comprend vraiment la langue des signes, la défense des besoins spéciaux et ce dont les familles comme la nôtre ont réellement besoin. Envisageriez-vous de travailler pour nous en tant que directrice des services d'accessibilité ? Isabelle le dévisagea, complètement sous le choc. Vous m'offrez un vrai travail avec des avantages sociaux ? Je vous offre l'occasion d'utiliser votre expérience durement acquise et l'expertise de Chloé pour aider d'autres familles à surmonter des défis que vous avez déjà vaincus. Jean-Luc sourit chaleureusement. Et Chloé et Léo seraient les bienvenus dans l'excellent programme de garde d'enfants de notre entreprise, qui se trouve avoir le meilleur soutien en éducation spécialisée de la ville. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Isabelle Martin sourit, vraiment, sincèrement, et Jean-Luc comprit quelque chose de profond. Parfois, les plus grands cadeaux de la vie viennent emballer dans les paquets les plus inattendus. 3 semaines plus tard, Jean-Luc était dans son bureau et regardait Isabelle Martin diriger une salle de réunion remplie de cadres avec une confiance tranquille. Sa transformation avait été remarquable. Fini les vêtements usés et l'air épuisé, remplacés par des tenues professionnelles et un nouveau sens du but. Mais ce qui l'impressionna le plus, c'est comment elle avait conservé son authenticité douce tout en gagnant le respect de son équipe d'entreprise habituellement exigeante. La clé de notre initiative d'accessibilité n'est pas seulement la conformité, expliquait Isabelle au directeur du marketing, ses mains se déplaçant de manière expressive pendant qu'elle parlait. C'est de comprendre que près de 20% de nos clients potentiels ont une forme de handicap. Lorsque nous rendons nos produits vraiment accessibles, nous ne faisons pas seulement ce qui est juste. Nous élargissons considérablement notre marché. Lucas et Léo étaient devenus inséparables après l'école, passant leur temps dans le centre de garde d'enfants exceptionnel de l'entreprise, tandis que Chloé aidait les autres enfants à apprendre les bases de la langue des signes. La vue de Lucas enseignant patiemment à Léo à lire était devenue un moment fort quotidien pour Jean-Luc, qui voyait son fils développer une confiance et des compétences en leadership qu'il n'avait jamais montrées auparavant. Mais tout le monde dans le monde de Jean-Luc n'accueillait pas ces changements. « Jean-Luc, mon cher, il faut que nous parlions. » Véronique Beaumont, l'une des personnalités les plus influentes de Paris et une cliente importante, l'accula lors d'un gala de charité le samedi suivant. Ses doigts parfaitement manucurés tapaient contre sa flûte de champagne alors qu'elle scrutait la salle de bal. « Les gens parlent de votre nouvelle situation. »« Ma situation ?» Jean-Luc garda sa voix soigneusement neutre, bien qu'il sente la tension monter dans ses épaules. « Cette femme que vous avez embauchée, ces enfants qui fréquentent Lucas, cela fait beaucoup de bruit dans notre cercle. » La voix de Véronique portait cette nuance particulière de dédain de la haute société que Jean-Luc avait appris à mépriser. Le conseil d'administration de l'Académie de Passy s'inquiète de l'influence que ces enfants pourraient avoir sur les autres élèves. Après tout, nous maintenons certains standards. Jean-Luc sentit sa mâchoire se contracter. Chloé et Léo sont des enfants extraordinaires qui ont apporté de la joie et de l'amitié dans la vie de Lucas. Si cela menace les standards de quelqu'un, peut-être que ces standards doivent être réexaminés. Le rire de Véronique fut froid et calculateur. « Oh Jean-Luc, vous êtes naïf. Cette femme s'est clairement frayé un chemin dans votre entreprise et votre vie de manière très stratégique. Une mère célibataire pauvre avec 2 enfants qui se lie d'amitié avec le veuf milliardaire solitaire.
c'est presque un cas d'école. L'accusation frappa Jean-Luc comme un coup physique, non pas parce qu'il y croyait, mais parce qu'il réalisa que d'autres pourraient le faire. Cette nuit-là, alors qu'il regardait Isabelle aider Lucas et Léo avec leurs devoirs, tandis que Chloé lisait à voix haute pour les trois, le doute commença à s'insinuer dans son esprit pour la première fois. Isabelle leva les yeux de la feuille de calcul de Léo et surprit l'expression troublée de Jean-Luc. « Tout va bien, tu as l'air préoccupé. »« Juste le stress du travail, » mentit Jean-Luc. Mais il remarqua comment le visage d'Isabelle se contracta légèrement, comme si elle sentait le changement dans son humeur. Plus tard dans la soirée, Lucas s'approcha de Jean-Luc avec une gravité inhabituelle. « Papa, des enfants à l'école ont dit des choses méchantes sur Chloé et Léo aujourd'hui. Ils ont dit que les enfants pauvres n'ont pas leur place dans notre école et que Chloé fait juste semblant d'être mon amie parce que tu es riche. » Jean-Luc sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu leur as dit ? » ?»« J'ai dit qu'ils étaient stupides et qu'ils ne comprenaient pas la vraie amitié, » signa Lucas avec férocité. « Mais papa, Chloé avait l'air très triste quand elle les a entendus. Elle m'a demandé si tu penses aussi qu'elle fait juste semblant. » La question innocente toucha Jean-Luc en plein cœur, le forçant à affronter les vilains doutes que Véronique avait semés. En regardant le visage sérieux de son fils, il réalisa à quel point ses pensées étaient toxiques et destructrices, et comment elles pourraient détruire la relation la plus authentique que l'un d'entre eux ait connue depuis des années. La crise commença par un appel téléphonique mardi matin qui changea tout. Jean-Luc examinait les rapports trimestriels lorsque son assistante annonça que le docteur Evelyne Renaud des services de protection de l'enfance était en ligne pour demander une réunion immédiate concernant la situation de la famille Martin. « Monsieur Dubois, je vous appelle parce que votre nom est apparu dans notre enquête sur la situation de vie de Chloé et Léo Martin. Nous avons reçu des rapports suggérant que Madame Martin pourrait exploiter sa relation avec vous à des fins financières, mettant potentiellement ses enfants en danger. » Jean-Luc sentit un froid glacial se former dans son estomac. C'est absolument ridicule. Isabelle est une mère exemplaire et une employée précieuse. Qui a porté ces accusations? Je ne peux pas divulguer nos sources, mais les rapports suggèrent que les enfants sont entraînés à nouer des liens avec des familles riches. Nous devons mener des entretiens avec toutes les parties concernées, y compris Lucas, pour nous assurer qu'aucune manipulation n'a lieu. Lorsque Jean-Luc partagea la nouvelle dévastatrice avec Isabelle, sa réaction fut tout ce qu'il avait craint. La couleur quitta son visage et elle s'affaissa dans son fauteuil de bureau comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. « Je savais que ça arriverait », murmura-t-elle, la voix brisée. « Je n'aurais jamais dû me permettre de croire que nous pouvions être heureux. Chaque fois que les choses s'améliorent, quelque chose vient tout détruire. »« Isabelle, nous allons nous battre ensemble », insista Jean-Luc, mais il pouvait voir la défaite dans ses yeux. « Non, Jean-Luc, je ne vous laisserai pas, vous et Lucas, être entraînés dans ce pétrin. La meilleure chose que je puisse faire pour mes enfants est de les retirer de cette situation avant qu'elle n'empire. » Sa voix se fit plus forte avec une détermination maternelle. « Je démissionne avec effet immédiat. Chloé et Léo ne retourneront pas à l'académie. » Le lendemain matin, la réaction de Lucas à l'absence de Chloé fut déchirante. Il s'assit à leur table commune en signant « Où est Chloé ?» à plusieurs reprises, jusqu'à ce que Madame Bernard lui explique doucement que Chloé ne reviendrait pas à l'école. Cet après-midi-là, Jean-Luc trouva Lucas dans sa chambre, les larmes coulant sur son visage, alors qu'il serrait un dessin que Chloé lui avait fait. « Papa, j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai fait partir la famille de Chloé comme maman est partie ?» La comparaison avec la mort de Céline frappa Jean-Luc comme un coup de massue. « Non, champion, ce n'est pas de ta faute, et ce n'est pas permanent comme ce qui est arrivé à maman. Parfois, les adultes compliquent les choses alors qu'elles devraient être simples. On peut aller voir Chloé et Léo, s'il te plaît. J'ai besoin de leur dire qu'ils sont toujours mes meilleurs amis. » Lorsque Jean-Luc et Lucas arrivèrent à l'immeuble des Martins, ils trouvèrent Isabelle emballant frénétiquement des cartons avec l'efficacité désespérée de quelqu'un qui a déjà fui auparavant. Chloé était assise dans un coin avec Léo, les deux enfants pleurant en silence, en regardant leur monde s'effondrer à nouveau. « Isabelle, s'il te plaît, ne fais pas ça !» supplia Jean-Luc.
Nous pouvons combattre ces accusations ensemble. J'ai les meilleurs avocats de Paris. Et que se passera-t-il lorsque l'enquête traînera pendant des mois? La voix d'Isabelle était féroce de désespoir protecteur. Que se passera-t-il lorsque les médias s'en mêleront et que la vie de Lucas sera bouleversée? Que se passera-t-il lorsque vos relations d'affaires souffriront parce que vous êtes associé à une famille sous enquête des services sociaux? Chloé regarda Lucas avec des yeux remplis de larmes et signa « Je suis désolé que nous ayons causé des problèmes à toi et à ton papa. Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu. » La réponse de Lucas brisa le cœur de tout le monde. « Vous n'avez pas causé de problème, vous avez apporté du bonheur. S'il vous plaît, ne me laissez pas à nouveau seul. » Alors qu'ils rentraient chez eux dans un silence écrasant, Jean-Luc réalisa que l'avertissement de Véronique Beaumont avait été plus qu'un simple commérage cruel. C'était une menace, et maintenant, les 3 personnes qui avaient ramené la lumière dans leur vie étaient chassées par la société même, au sein de laquelle il avait passé des années à bâtir sa réputation. Cette nuit-là, Jean-Luc prit une décision qui allait tout changer. Si sa richesse et son statut ne pouvaient pas protéger les personnes qu'il en était venu à aimer comme sa famille, alors il était peut-être temps de découvrir ce qui comptait vraiment. Jeudi matin, Jean-Luc avait rassemblé une équipe des avocats en droit de la famille les plus agressifs de Paris. Mais le mal se propageait déjà comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux de la ville. L'histoire avait fuité dans la presse. L'amitié du fils du milliardaire sous enquête. Les services de l'enfance remettent en question les motifs d'une famille pauvre. Les gros titres étaient brutaux et réducteurs, dépeignant Isabelle comme une opportuniste calculatrice et Jean-Luc comme un veuf naïf manipulé. Des photographes campaient devant l'école de Lucas, l'immeuble des Martins et le bureau de Jean-Luc, transformant leur crise privée en un spectacle public. L'influence de Véronique Beaumont devint limpide lorsque 3 clients importants annulèrent soudainement leur contrat, citant des inquiétudes quant au jugement de Dubois Industries. Les membres du conseil d'administration qui avaient loué Jean-Luc pendant des années remettaient maintenant en question ses capacités de prise de décision. « L'image est terrible, Jean-Luc », expliqua son partenaire commercial de longue date, Richard Moreau, lors d'une réunion d'urgence. Le cours de l'action de la société a chuté de 15% en 3 jours. Nos investisseurs s'inquiètent d'un leadership qui semble émotionnellement compromis. Émotionnellement compromis? La voix de Jean-Luc avait un ton dangereux. Parce que j'ai embauché une femme qualifiée et permis à mon fils d'avoir des amis? Parce que vous avez brouillé les frontières entre les relations personnelles et professionnelles d'une manière qui nuit maintenant à tous nos employés, répondit sèchement Richard. Nous avons 2000 personnes qui dépendent de cette entreprise pour leur famille. Le conseil envisage une motion de défiance. Pendant ce temps, la situation à l'école de Lucas se détériorait rapidement. 3 familles influentes avaient retiré leurs enfants de l'académie, citant des influences inappropriées dans l'environnement éducatif. La directrice, le docteur Éléonore Valois, convoqua Jean-Luc à une réunion d'urgence vendredi matin. « Monsieur Dubois, je comprends que c'est une situation personnelle difficile, » commença-t-elle, les mains jointes nerveusement sur son bureau. « Mais je subis la pression du conseil d'administration de l'école. Certains parents se demandent si Lucas devrait continuer ici pendant que cette situation se déroule. » Jean-Luc sentit une fureur froide monter en lui. « Suggérez-vous que mon fils, qui n'a rien fait d'autre que de se lier d'amitié avec 2 enfants merveilleux, devrait être puni pour la petitesse d'esprit de quelques adultes? Ce n'est pas ce que je dis, se rétracta rapidement la directrice, mais vous devez comprendre la position délicate dans laquelle nous nous trouvons. Notre réputation, nos donateurs? Votre réputation, l'interrompit Jean-Luc en se levant lentement. Laissez-moi clarifier quelque chose, docteur Valois. Si cette école expulse mon fils pour avoir un cœur compatissant, je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de éducation vous offrez réellement ici. Cet après-midi-là, Lucas rentra à la maison non seulement triste, mais aussi clairement confus et blessé. Certains enfants de l'école avaient commencé à l'éviter complètement, instruits par leurs parents de se tenir à l'écart de la situation Dubois. D'autres faisaient des commentaires cruels sur le fait que les enfants pauvres causent des problèmes. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire opportuniste ?» signa Lucas pendant le dîner,
ses petites mains se déplaçant lentement. Jacques Muller a dit que Chloé était une opportuniste et que j'étais stupide de ne pas le voir. Jean-Luc sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Son fils de 8 ans ne devrait même pas connaître ce mot, et encore moins avoir à l'appliquer à sa meilleure amie. Ça veut dire que quelqu'un fait semblant d'être ton ami pour obtenir quelque chose de toi, expliqua soigneusement Jean-Luc. Mais Jacques a tort à propos de Chloé. Elle est ton amie parce que tu es gentil, drôle et un garçon merveilleux, pas à cause de notre argent. Alors pourquoi les gens disent-ils ces choses? Les yeux de Lucas se remplirent de larmes. Pourquoi veulent-ils faire du mal à Chloé et Léo? Ils n'ont jamais rien fait de mal à personne. Jean-Luc prit son fils sur ses genoux, sentant le poids de toute la situation. Parfois, champion, les gens qui n'ont jamais connu de difficultés ne peuvent pas comprendre ceux qui en ont connu. Ils ont peur des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais Chloé n'est pas effrayante, protesta Lucas. C'est la personne la plus gentille que je connaisse. Et Léo veut juste jouer et apprendre de nouvelles choses. Je sais, mon fils, et nous continuerons à nous battre pour montrer à tout le monde qui ils sont vraiment. Mais même en prononçant ces mots, Jean-Luc se demanda s'il n'était pas déjà trop tard. La campagne de rumeurs de Véronique avait été d'une efficacité dévastatrice. En une semaine seulement, elle avait réussi à transformer une belle histoire d'amitié en un sordide scandale d'exploitation. Le pire de tout, c'est que Jean-Luc voyait comment le récit correspondait parfaitement aux préjugés existants des gens. Une mère célibataire pauvre avec 2 enfants, dont un handicapé, entrant soudainement dans la vie d'un veuf milliardaire. Pour les esprits cyniques, cela semblait trop évident pour être authentique. Le lundi suivant, Jean-Luc découvrit que l'histoire s'était étendue au-delà de Paris. Des blogs de potins nationaux s'étaient emparés de l'affaire, certains avec des titres encore plus sensationnels, « Milliardaire de la tech dupé par une mère manipulatrice » et « Enfant sourd utilisé comme appât dans une escroquerie à plusieurs milliards ». Chaque article déformait un peu plus les faits, dépeignant Isabelle comme une calculatrice froide qui avait chargé ses enfants de manipuler Lucas et Jean-Luc. Les photos de Chloé et Léo étaient pixelisées, mais Jean-Luc se sentit tout de même nauséeux en voyant leurs visages innocents associés à des termes comme complot et fraude émotionnelle. La pression au travail s'intensifia lorsque son plus gros client, Apex Corp, programma une réunion d'urgence. La PDG Isabelle Rousseau alla droit au but. « Jean-Luc, nous avons une relation de 15 ans, alors je vais être franche. Notre conseil d'administration s'inquiète de la publicité négative. Nous avons des actionnaires, des investisseurs institutionnels qui posent des questions sur nos partenaires. Que demandent-ils exactement ?» Jean-Luc garda sa voix contrôlée. « Si un homme peut être si facilement manipulé dans sa vie personnelle, quelle garantie avons-nous sur son jugement professionnel ?» soupira Isabelle. « Ce n'est pas juste, mais c'est la réalité du monde des affaires. » Donc, vous suggérez que nous mettions fin à notre contrat? Je suggère que vous envisagiez peut-être de vous éloigner de la situation personnelle jusqu'à ce que les choses se calment. Publiquement, laissez votre service juridique s'en occuper discrètement. Jean-Luc se leva lentement. « Isabelle, si vous croyez que j'abandonnerais une famille innocente persécutée par des préjugés juste pour préserver un contrat commercial, alors vous ne m'avez jamais vraiment connu. Et si c'est le genre de partenaire commercial que vous voulez, alors il vaut peut-être mieux que nous mettions fin à notre relation. » En sortant du bâtiment d'Apex, Jean-Luc savait qu'il venait de sacrifier un contrat de 50 millions de dollars. Mais pour la première fois depuis des semaines, il se sentit en paix avec une décision. Cette nuit-là, il appela son avocat principal, Jonathan Lambert, un homme qu'il connaissait depuis plus d'une décennie. « Jonathan, je veux que vous me disiez la vérité crue. Quelles sont nos chances réelles de nous battre contre ça ?» Il y eut une longue pause. « Honnêtement, Jean-Luc, devant un tribunal, nous avons un dossier solide. Isabelle est clairement une excellente mère, les enfants sont bien adaptés, et nous pouvons prouver que les allégations sont sans fondement. Mais dans le tribunal de l'opinion publique, c'est beaucoup plus compliqué. Continuez. Véronique Beaumont a des relations dans toute la ville. Elle est subtile, mais elle sème le doute auprès des bonnes personnes. Et franchement, son récit a du sens pour les gens qui veulent y croire. Quel récit?
que vous traversez une crise de la quarantaine, que vous êtes vulnérable après la mort de votre femme et que vous avez été la cible d'une femme intelligente qui savait exactement comment utiliser ses enfants pour atteindre votre cœur et votre portefeuille. Jean-Luc ferma les yeux, sentant le poids des mots. « Il y a plus », continua Jonathan à contre-cœur. « Nous avons appris que Véronique fait pression sur d'autres parents de l'école pour qu'ils déposent des plaintes officielles concernant Chloé et Léo qui perturbent l'environnement d'apprentissage. Si elle parvient à faire signer 3 ou 4 familles, les services sociaux pourraient décider qu'il existe un schéma de comportement problématique. Basé sur quoi? Principalement sur le fait que Chloé défend Léo contre le harcèlement. Mais il présente cela comme une agression répétée et une incapacité à s'adapter socialement. C'est complètement injuste, mais ça pourrait être efficace. Jean-Luc ressentit un désespoir qu'il n'avait pas éprouvé depuis la mort de Céline. Il voyait des innocents être détruits à cause de leur association avec lui, et son argent et son influence semblaient inutiles face à une campagne bien coordonnée de rumeurs malveillantes. C'est alors qu'il prit la décision la plus courageuse de sa vie. S'il ne pouvait pas gagner cette bataille en coulisses, il la mènerait au grand jour. Parce que cette petite fille a sauvé ton fils, Jean-Luc. Si tu ne te bats pas pour cette famille, tu commettras la plus grande erreur de ta vie. Cet après-midi-là, Jean-Luc convoqua une conférence de presse qui allait soit innocenter la famille Martin, soit détruire son empire commercial. « Je suis ici pour répondre aux rumeurs malveillantes concernant la famille Martin », dit-il devant des journalistes sceptiques. « Chloé Martin n'est pas une enfant entraînée qui exploite mon fils. C'est une prodige de 7 ans qui a appris la langue des signes par elle-même pour s'occuper de son frère sourd. » Il montra les résultats des tests de Chloé. Les allégations contre sa mère sont basées sur des préjugés et une campagne délibérée de personnes qui croient que l'amitié devrait être limitée par le statut économique. Isabelle Martin est la meilleure employée que j'ai jamais embauchée. Ses enfants ont apporté plus de joie dans ma vie que des années de succès en affaires. Si défendre cette famille me coûte tout ce que j'ai construit, qu'il en soit ainsi. Certaines choses comptent plus que l'argent. La conférence de presse déclencha une tempête médiatique qui divisa Paris. Les retombées immédiates furent sévères. D'autres clients annulèrent leurs contrats. Mais quelque chose d'inattendu se produisait également. Des centaines de familles avec des enfants handicapés prenaient contact pour soutenir les Martins. Le docteur Evelyne Renaud arriva au bureau de Jean-Luc Mardy avec une attitude très différente. « Monsieur Dubois, je vous dois des excuses, à vous et à la famille Martin. Notre enquête a révélé que les plaintes initiales ont été déposées par une personne ayant des motivations personnelles claires. Elle montra des évaluations psychologiques détaillées. Chloé a obtenu des résultats exceptionnels en intelligence émotionnelle. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'empathie de niveau génie. Et la recommandation de placement en famille d'accueil, entièrement retirée. En fait, nous recommandons Isabelle pour notre programme de reconnaissance de l'excellence parentale. Cependant, le mal est peut-être déjà fait. Isabelle a cessé de répondre à nos appels. Je crains qu'il n'ait quitté la ville. Jean-Luc sentit la panique l'envahir. Cet après-midi-là, lui et Lucas se rendirent à l'immeuble des Martins pour le trouver vide. Le propriétaire confirma leur pire crainte. Isabelle était partie sans laisser d'adresse. « Lucas, nous allons les retrouver. Peu importe le temps que ça prendra, nous ramènerons notre famille. »« Tu le promets ?» demanda Lucas avec la vulnérabilité d'un enfant de 8 ans. « Je le promets », lui répondit Jean-Luc en signe. Mercredi matin, apporta une avancée lorsque Madame Bernard appela. « Jean-Luc, je crois savoir où ils sont allés. Chloé a mentionné une fois que sa grand-mère vivait dans un petit village en Normandie appelé Clairefontaine. » En moins d'une heure, Jean-Luc et Lucas étaient en route vers le nord, suivant la seule piste qu'ils avaient. « Et s'ils ne veulent pas nous voir ?» demanda Lucas lors d'un arrêt. Jean-Luc s'agenouilla au niveau de Lucas. La vraie amitié, c'est de se soutenir dans les moments les plus difficiles. Chloé et Léo ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Le petit village de Clairefontaine apparut au détour d'un virage, comme sorti d'une carte postale. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant une modeste ferme, Lucas saisit soudain le bras de Jean-Luc. « Papa, regarde !»
Il montra du doigt le jardin où deux petites silhouettes ratissaient des feuilles. Chloé leva les yeux au son de leur voiture, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. Pendant un instant, elle resta figée, puis laissa tomber son râteau et courut vers eux, Léo juste derrière. Lucas sauta de la voiture et les rejoignit à mi-chemin, les trois enfants s'enlaçant dans un enchevêtrement de bras et de larmes de joie silencieuses. « Lucas, comment nous avez-vous trouvés ?» Les mains de Chloé volaient dans les airs. « Je pensais que nous ne vous reverrions jamais. Nous ne pourrions jamais vous oublier, » lui répondit Lucas, avec un signe féroce. « Vous êtes ma famille. Papa et moi sommes venus vous ramener à la maison. » Isabelle sortit de la maison, son visage passant par le choc, la joie, puis une profonde inquiétude. La femme âgée, clairement la grand-mère de Chloé, s'avança. « Jeune homme, je suis Hélène Martin. Ces enfants ont subi assez de traumatismes. »« Grand-mère Hélène, c'est le papa de Lucas, » l'interrompit Chloé. « C'est lui qui a donné un travail à maman. Il est gentil. » Jean-Luc s'agenouilla pour être au niveau des yeux des trois enfants. « Chloé, Léo, je dois vous dire quelque chose d'important. Les gens qui ont essayé de nous séparer avaient tort sur toute la ligne. » Il se tourna vers Isabelle. « Ils ont dit que vous utilisiez les enfants pour profiter de moi. Mais la vérité, c'est que vous avez sauvé Lucas d'une vie de solitude. Vous m'avez sauvé. » La grand-mère d'Isabelle écouta attentivement tandis que Jean-Luc continuait. « Mon argent et mon statut n'ont pas pu protéger les gens que j'aime des préjugés. Mais défendre ce qui est juste en vaut la peine. Et votre entreprise, votre réputation ?» demanda Isabelle. « L'entreprise se reconstruira plus forte. Je préfère être connu comme l'homme qui s'est battu pour Chloé et Léo Martin que comme le milliardaire qui est resté silencieux. » Lucas s'avança soudainement. « Je veux dire quelque chose d'important. Papa et moi avons décidé que nous voulions demander à Chloé, Léo et Madame Isabelle d'être notre vraie famille. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Jean-Luc sentit son cœur s'emballer. « Ça veut dire que je demande à votre mère si elle envisagerait de m'épouser. Pas par convenance, mais parce que je suis tombé amoureux de la femme qui m'a appris ce qu'est le courage. Ça veut dire vous demander si vous aimeriez être officiellement la sœur et le frère de Lucas. » La grand-mère d'Isabelle parla avec la sagesse de 8 décennies. « Isabelle, je t'ai vu élever ces enfants seuls pendant des années. Il est peut-être temps de laisser quelqu'un sacrifier quelque chose pour ton bonheur. » Isabelle regarda Jean-Luc avec admiration. « Vous êtes sérieux ? Je n'ai jamais été plus sérieux. Céline m'a dit que la famille, c'est choisir d'aimer quelqu'un chaque jour. Lucas a choisi Chloé et Léo comme ses frères et sœurs dès le premier jour. Je ne fais que rattraper mon retard. »« Hein ?» Chloé jeta ses bras autour de la taille de Jean-Luc. « Ça veut dire que Lucas peut être mon frère pour toujours ? Si ta mère dit oui, alors oui à tout ça. » La réponse d'Isabelle ne vint pas en mots, mais dans la façon dont elle se permit enfin de se blottir dans les bras de Jean-Luc. 3 années d'indépendance féroce fondant dans le soulagement d'un amour partagé. 6 mois plus tard, Jean-Luc était dans son jardin, observant sa nouvelle famille, jouer ensemble par un matin de printemps. Chloé enseignait à Léo et Lucas un jeu complexe qui impliquait de raconter des histoires en langue des signes, les 3 enfants riant en silence. Isabelle s'approcha avec du café. « Des regrets pour la vie de célibataire milliardaire ?» Jean-Luc regarda les enfants jouer. « Seulement d'avoir mis si longtemps à réaliser ce qui me manquait. » L'initiative d'accessibilité de l'entreprise était devenue un modèle national. Isabelle animant des séminaires à travers le pays. Chloé et Léo s'épanouirent dans leur nouvelle école. Et Lucas était devenu l'enfant confiant que Céline avait toujours su qu'il pourrait être. Cette nuit-là, alors que Jean-Luc bordait les 3 enfants, Lucas fit une observation qui résumait parfaitement la situation. « Papa, tu te souviens quand j'étais triste, parce que personne ne pouvait me parler. Maintenant, j'ai une sœur qui m'a appris que les meilleures conversations se font avec le cœur, pas seulement avec les mains. Parfois, les transformations les plus profondes commencent par les actes de bonté les plus simples. Une fillette de 7 ans qui choisit de se lier d'amitié avec un garçon solitaire, une mère qui refuse d'abandonner les rêves de ses enfants, et un père qui apprend que la vraie richesse ne se mesure pas en compte bancaire, mais en l'amour qui remplit sa maison de rire et d'espoir.
Alors que Jean-Luc regardait sa famille extraordinaire, il comprit enfin ce que Céline avait essayé de lui apprendre depuis le début. L'amour se multiplie quand on le partage, l'espoir grandit quand on le nourrit, et la famille se trouve partout où les cœurs choisissent de se connecter au-delà de toutes les divisions. Avez-vous aimé cette histoire touchante? Laissez dans les commentaires la partie qui vous a le plus ému. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes qui vous réchaufferont le cœur. Quelle histoire aimeriez-vous voir ensuite? Partagez vos idées ci-dessous. Votre suggestion pourrait être notre prochaine grande narration.